Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp, plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour, bonjour. Moi, je vis à Yaoundé. Ok, l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire que j'ai vécue il y a de cela 4 ans. 4 ans, sensiblement. Alors, à cette époque-là, je vivais vraiment une vie de débauche. Je menais une vie de débauche. J'étais le genre qu'on appelle les prostituées de luxe. Oui, et je n'avais que de grands clients. Et puis, c'est une amie qui m'avait amené. C'est une amie qui m'amenait, qui me donnait des grands clients et tout et tout. Parfois, je pouvais partir et avoir... Le contrat, c'était peut-être 100 000, mais je me retrouve avec 150 000. Il mettait toujours des bonus et tout. Elle me dit que toi, tu as la chance que les clients t'aiment bien. Alors, je vais te brancher à quelqu'un qui fait dans les placements. Lui, il a des plus grands clients. Des plus grands. Il n'y a que des boss là-bas. Et puis, il gère qu'avec des boss. Et là-bas, c'est plus de 200 000. Je dis, ok. Moi, je voulais juste me faire de l'argent pour améliorer mon niveau de vie, les études, la famille et tout. Voilà. Alors, je me connecte au gars qui fait dans le placement. Il me dit d'envoyer ma photo. J'envoie ma photo. Il me dit, ah, tu as des teintes noires. Je dis, oui, bon, je suis pas assez claire. Je suis pas claire non plus. Il me dit, ok. Il a envoyé ma photo à un boss qui travaille dans une très grande entreprise de la place, il faut le signaler. Il me dit que tu as la chance, c'est parce que le monsieur t'a choisi. Généralement, lui, il prend seulement les filles brunes, très brunes, mais toi, il t'a choisi. Donc, je vais arranger un rendez-vous pour qu'on se voie. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Et puis, il m'appelle, il me dit que je vais me trouver à Loncac. Il y a un bar là à Loncac, le rond-point Loncac, là, je ne connais même plus le nom. Il me dit qu'on le trouve là et le monsieur est en train de partir à 100 000 limas. Alors, il vient me récupérer, je suis assise devant, le gars assis derrière, le gars qui fait dans les placements. Il présente que voici la fille, voici la fille sur les photos et tout et tout. Il commence à faire les commentaires que toi qui aimes les filles brunes, j'étais plutôt choquée que tu choisisses une fille assez noire de peau et tout. Après, il n'a pas voulu, le boss n'a pas, le client, je vais l'appeler comme ça, le client n'a pas voulu débattre sur ça, en fait. Il me dit à moi que bon, voilà, je suis en train d'aller en déplacement, je ne peux pas te demander de m'accompagner maintenant parce que peut-être ce n'était pas prévu dans tes projets, mais je ne sais pas si demain tu peux me rejoindre là-bas à Saint-Denis. Je dis que oui, il n'y a pas de problème, c'est pour ça que je suis là. Il me dit qu'ok. Bon, là, déjà, je suis en train de partir. Il enlève 50 000 francs, il me donne. Il enlève 30 000 francs, il donne au gars qui fait dans les placements. Apparemment, ils avaient l'habitude de gérer les trucs. Il me dit qu'ok. Il me dit, après, on descend de la voiture. Lui, il continue son voyage. Le gars du placement me dit qu'ok. Le monsieur va te donner une somme de 500 000 francs. Et dans les 500 000 francs, je dois avoir 100 000 francs. Je dis que d'accord. Et c'est pour passer, comme il t'a demandé de passer, c'était un vendredi. Il me dit que comme tu pars vendredi, ça veut dire que c'est pour rentrer dimanche. Dimanche matin. Je dis qu'il n'y a pas de souci.
Alors, on parle, je commence à échanger avec le client. Il m'envoie encore l'argent, hein. Il m'envoie l'argent pour m'acheter des dessous. Il m'envoie l'argent pour me coiffer. Il m'envoie encore de l'argent en l'espace de 24 heures. Il m'a envoyé, je crois, 175 000 francs pour m'apprêter pour le voyage du lendemain. Il m'écrivait tout le temps et tout et tout. Bref, il m'a montré qu'il était intéressé. Après, le lendemain matin, je l'appelle, je lui dis, voilà, je suis déjà en train de me préparer pour arriver et tout ça. Il me dit qu'il n'y a pas de problème, mais il faut voyager un peu plus tôt parce que j'aime pas trop les voyages de nuit. Je dis d'accord. Bizarrement, j'avais eu une situation qui m'a vraiment dérangée. Du coup, je n'avais pas pu voyager en journée. J'ai donc pris la voiture vers les 15 heures par là. Ce qui fait en sorte que je suis arrivée un peu tard, 21 22 heures. Quand j'arrive, il vient, il me prend, il m'apprécie, il me dit tu es belle et tout. Quand je l'ai revu, j'ai eu une chair de poule, pourtant je l'avais déjà vu la première fois, mais quand je vois le monsieur, il y a un truc qui ne va pas, quelque chose qui change. Je dis que bref, moi j'avais mes 500 000 dans ma tête. Alors j'arrive, il me dit, il se marie dans un grand hôtel, là-bas, le plus grand hôtel de Somonima. Il me dit, mets-toi à l'aise ici, je sors. C'est que les gens s'y vendent dans l'hôtel, ce n'est pas vraiment très bon. Je sors, je vais te chercher. Tu veux manger quoi? Je dis ce que je vais manger. Il est peut-être 22h, peut-être 22h30 par là. Je dis ok. Il me dit ok, moi-même je vais descendre parce que je ne veux pas que quelqu'un touche à ce que tu vas manger. Je dis ah, il est un peu attentionné. Alors il descend, il peut me chercher à manger. Il me laisse dans cette chambre. Et comme moi je suis là, moi j'ai pris mon sel béni que j'avais, j'ai mis dans chaque coin de la maison, de la chambre, de la grande chambre qu'on occupait. J'ai aussi pris quelques gouttes, j'ai mis ça dans son sac parce qu'il avait un sac à dos, j'ai mis dans son sac à dos. J'ai mis dans les toilettes, partout. Dès qu'il rentre, je vois comment il se sent mal. Il sort. Après, il m'appelle au téléphone, il me dit, tu as mis quoi dans la chambre? Tu as mis un parfum, je sais pas. Je lui dis non, rien, j'ai rien mis du tout. Il me dit ok. Il revient. Tu sens comment il forçait. Il revient, je mange, il sort, il lente. J'ai pratiquement fini mon plat, il n'était pas dedans avec moi. Hein. Il sortit, il rentrait. Après, je dis que bon, bah, je vais pas prendre mon bain. Il est rentré, il s'est couché. Je vais pas prendre mon bain. Je mets les vêtements que j'ai achetés, les sous-vêtements que j'avais achetés et tout. Après, quand il fallait maintenant faire ce pourquoi j'étais arrivée, le gars dit non, je me sens pas bien, dormant. Comme ça, on va se rattraper au petit matin. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Moi, ça m'arrange de toute façon. Donc. Après, tout le matin, 6 heures. 6 heures, il me dit, déjà dans la nuit, je suis toujours dans les songes. Moi qui oublie toujours mes songes, ce jour-là, j'ai pas oublié. Dans la nuit, je rêve que on m'attachait derrière le lit. On m'attache derrière le lit, les mains et les pieds liés. Ah! Dans la nuit, j'essaie de me débattre. Je vois tous les gens sont tout autour de moi. Lui, avec toute une assemblée de personnes, sont là que non. Pourquoi tu as pris ce qui est noir de peau? Pourquoi tu as pris ce qui est... Bref, on le recommandait que pourquoi il a pris moi qui suis noir de peau. Ils sont déjà habitués aux filles vraiment brunes. Pourquoi tu as pris ce qui a la peau noire? Après, il dit que j'ai cru qu'elle allait vous intéresser. J'ai vu quelque chose chez elle qui pouvait nous intéresser. Après, les gars étaient vraiment ils étaient vraiment fâchés parce qu'apparemment, ils n'auraient pas dû prendre une fille qui a la peau noire. Alors, je me suis réveillée en sursaut. Quand je me réveille en sursaut, il est debout devant la porte. Il a fait genre, il était adossé devant la porte avec le pied croisé. Il me regardait dormir. Quand je me réveille en sursaut, je le regarde. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit que toi, tu faisais le bruit dans tes rêves et apparemment, tu faisais mauvais rêve. Je ne vais pas te réveiller. Je dis ok, d'accord. Il était à les choses de 6 heures. Après, il me dit que bon, je dois m'apprêter, il faut que je parte au travail. Je dis qu'il est 6 heures. Il me dit que oui, je dois vite partir. Comme ça, on va passer la journée. On va passer la journée. Je pars, je rentre vite. D'ici 9 heures, ça est déjà là. Je dis d'accord. Il était tellement pressé. Après, il me dit,
Après, il s'habille, il part. Il s'habille pas. Il s'habille comme ça, peut-être en 15 minutes, il est parti. Après, il m'envoie un message, il me dit que, il faut que tu partes vraiment. Ma femme est en train d'arriver, il faut pas qu'elle te trouve là. Elle m'a dit qu'elle partait en mission, il faut que tu partes. Je te fais ton dépôt tout à l'heure. J'essaie de demander s'il y avait un problème. Il me dit que non, il faut que tu partes, il faut que tu partes. J'ai dit, ah, ok. Peut-être 3 minutes après, je vois un dépôt de 700 000 francs. Il me dit que les 200 000 euros, c'est pour le dérangement et tout. J'ai dit, ok. Bon, maman, j'ai pointé, donc je suis rentrée le samedi là à 9h. J'étais arrivée à 22h, je suis rentrée à 9h. Quand je rentre, il me bloque. Il me bloque de partout. Il me bloque de partout. Il pas dit au gars qui a fait le placement qu'il ne veut plus jamais que le gars le place avec les filles, avec moi, qu'il ne veut plus jamais me revoir. Est-ce que ça, c'est quelle façon? Ça veut dire qu'il faut bien sélectionner les filles que tu m'envoies. Sélectionne-moi bien les filles que tu m'envoies. Tu connais un peu mon style de fille et tout. Le gars lui-même, il est surpris. Il ne peut pas répondre au boss. Alors, quand moi j'arrive, je finis d'expliquer le truc au gars du placement. Je fais son dépôt de 100 000 francs. Je l'explique. Il me regarde, le gars qui fait les placements. Il me dit au téléphone que de toute façon, tu sais ce que tu as fait là-bas. Ah, je dis jusqu'à là, je sais pas ce que j'ai fait. C'est après que je me rends, je vais pas expliquer cette histoire, parce que moi je parle beaucoup avec ma maman. Je peux expliquer ça à ma mère, c'est là ma mère me fait comprendre que c'est certainement le seul béni que tu as eu à mettre là-bas, qui a fait en sorte que les choses se passent comme ça s'est passé là. Donc voilà un peu l'histoire que j'avais à raconter. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour, bonsoir à toute la famille DMJ. Avant de raconter mon histoire, partagez, likez, commentez. C'est très important. Cela pourrait sauver les vies. Voilà, ici c'est l'enfant mystique. Voilà, aujourd'hui je viens vous raconter une histoire ma propre histoire. Voilà, parce que c'est une histoire que j'ai conçue autour de plusieurs événements qui se sont produits tout au long de ma vie. Voilà. Bon, c'est comme cela au fil des années, j'ai eu à voir que, et j'ai eu à remarquer que lorsque j'étais petit, même mes parents ne me touchaient pas. Genre, quand je dis toucher, c'est porter main. C'était quelque chose de très rare. Mais malgré que j'avais des frères et des sœurs, mes parents ne me touchaient pas. Ils touchaient mes frères lorsqu'ils faisaient des bêtises, mais moi précisément ne me touchaient pas. Et je n'avais jamais su pourquoi. Et lorsque un jour, tout comme étant un enfant curieux, du moins moi, j'ai demandé à mon père, mais pourquoi est-ce que cela est comme ça? Genre, malgré que je fais des bêtises, vous ne levez pas la main sur moi. Et à ce moment, mon père m'avait dit, je me souviens bien que lorsque je serai plus grand, je vais comprendre des choses par moi-même. Voilà, moi je n'ai pas voulu trop le fatiguer avec ces questions, même si je savais que sa réponse ne répondait pas à ma question. Donc les années ont passé comme cela et lorsque je suis arrivé en sixième, là, il y a eu une bagarre entre moi et un jeune. Et ce qui s'est passé après, c'est que des jours plus tard, le jeune a complètement quitté l'école. Genre, je viens un matin, je le vois, il est absent. Après, le lendemain, il est absent. Jusqu'à ça fait une semaine, 2 semaines, des mois, et puis un jour nous annonce que, bon, j'ai appris dans la bouche de certaines personnes qu'il avait quitté l'école. Donc, l'école a continué, et un jour, j'ai croisé ce jeune-là dans la rue. Net que nos regards se sont croisés, le jeune a pris carrément un autre chemin, comme s'il avait vu quelque chose de très terrifiant. Il a pris un autre chemin complètement. Moi, je n'ai rien compris à cela. Pour moi, à l'époque, je ne comprenais pas. J'étais pas suffisamment conscient des choses qui se passaient autour de moi. Donc, ça m'a fait rire. Et puis, bon, les choses ont continué comme ça. Et là, il y a eu un autre événement. L'autre événement, c'était que je fréquentais dans l'avant là où j'étais. Il y avait un monsieur et le monsieur avait une très belle fille que tous les jeunes du quartier voulaient. Donc là, moi aussi, comme tous les autres jeunes, bon, moi, je la regardais, je me disais, et si je pouvais avoir une go comme ça va me faire énormément plaisir.
Donc, mais bon, je n'essayais pas de tenter quoi que ce soit pour séduire la go. Je restais seulement dans mon secteur, dans mon milieu. Et un jour comme ça, j'étais dehors, je prenais de lait avec mon téléphone en écoutant la musique et c'est comme ça le père de la fille en question est venu jusqu'à me prendre par l'école. Et je lui demande tout étonné, mais monsieur, mais qu'est-ce que vous faites comme ça? Avec tout le respect que je lui devais, je n'ai pas essayé de riposter ou faire un truc comme ça. Donc moi, je lui disais, mais qu'est-ce que vous faites comme ça? Mais qu'est-ce que moi, je vous ai fait au point de venir me saisir par l'école? Et le monsieur disait que c'est toi qui étais en train de faire du bruit. C'est à cause de toi, ma fille a découché hier. Il parlait des choses. Donc moi, je me retrouvais même pas. Et j'essayais de lui raisonner que non, moi, je ne suis pas une personne comme ça. Je ne fais pas ce genre de choses que... Donc là, le monsieur, il ne voulait rien comprendre. Il était fâché de fâcher. Et au milieu de la route comme ça, au milieu de la rue, de la ruelle comme ça, il me saisissait par le col. Et il mettait là, j'ai vécu la plus grosse humiliation de ma vie. Je vous dis. La famille DMJ. J'ai vécu la plus grosse humiliation de ma vie. Le monsieur ne voulait pas me lâcher. Et toute la population, ceux qui étaient, vous connaissez comment ça se passe en Afrique. Lorsqu'il y a un problème qui surgit comme ça, tout le monde se rassemble autour et tout. Donc c'était un truc comme ça, j'étais le centre de l'attention. Tout le monde était là, me regarder. Jean, il était en train de salir mon image. Oh, pourtant, je n'avais rien fait. Moi, je ne savais même pas de quoi le monsieur était en train de m'accuser. Donc là, il y a des jeunes même qui sont venus pour dire, ah monsieur, mais qu'est-ce que vous faites comme ça à notre frère? Que lui qui est là, c'est le plus sage de l'avant. Il ne dérange personne, il est toujours dans son coin. Nous-mêmes qui sommes jeunes comme lui là, il cause pas comme ça avec nous. Si c'est pas dans son coin, si c'est pas comme nous-mêmes on vient vers lui là, lui ne vient pas vers nous. Donc tout ça là, vous pouvez pas dire que lui il a fait ce genre de choses. Donc il y a des personnes qui ont commencé à prendre ma défense, même la majorité des personnes qui étaient aux alentours ont commencé à prendre ma défense du moins, jusqu'au point genre de mettre la main sur la main du monsieur pour la retirer de mon col. Donc c'était devenu un vrai calvaire, tout un chamboulement, tout le monde, la majorité veut me retirer du bras de monsieur. Le monsieur aussi ne veut pas saisir mon habit, jusqu'à ce que le côté de mon vêtement se déchire. Donc avec la force, les jeunes ont réussi à me détacher du bras du monsieur et il y a un jeune qui est venu clarifier toute l'histoire que non, c'était le jeune qui est là-bas, le jeune qui habite cette cour-là, c'est lui qui était avec votre fille hier. Moi, je l'ai vu, je sais ce qui s'est passé, que le jeune-ci n'a rien fait. Donc, le monsieur, il avait honte et puis bon, il a voulu s'excuser. Moi, je n'avais voulu rien entendre parce que bon, après ce que je venais de vivre, je ne pouvais pas rester là comme ça. Donc, je me suis pressé de rentrer à la maison et je suis entré dans ma chambre. J'ai pleuré comme si ce n'est pas permis. Mon frère était là, il me demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas voulu l'en parler parce que je sais qu'il allait faire un truc là-bas parce que nous, c'est comme ça, nous sommes. Donc il sait qu'il allait forcément essayer une vengeance, un truc comme ça. Donc je l'ai dit non, je l'ai créé quelque chose comme ça. Et puis bon, il est resté dans son coin. Donc là j'ai pleuré comme jamais. Et c'est dans les ondits que mes parents ont appris la situation. Mais eux, ils n'ont pas voulu réagir, chose que je n'ai pas compris aussi. Ils n'ont rien voulu faire concernant cela. Donc moi, je suis resté là, les semaines ont passé, je me suis remis de cela. Ça fait même que j'ai encore plongé plus dans la solitude. Et 2 semaines, jour pour jour, j'apprends que non, le monsieur en question qui avait saisi mon col est décédé d'une très courte maladie. Mais bon, comment après cet événement, 2 semaines après, le monsieur est décédé comme ça? Donc là, moi, je sors dans la rue, j'essaye de marcher. Je vois que les gens me fixent du regard, certains me dévisagent comme si j'étais pour le décès de ce monsieur. Moi, je m'en foutais parce que je savais que j'étais encore innocent de toutes ces choses-là. Et ça a passé comme ça. Ça fait que beaucoup de personnes même ont arrêté comment dire ça, de me fréquenter. On est resté comme ça, même si je restais toujours comme j'étais. Voilà. Et là,
Les années se sont passées, j'ai déménagé au fil du temps, on allait quelque part d'autre. Et là, il y a encore un autre événement qui s'est passé. C'est après cet événement-là que j'ai eu, j'ai eu à recoller tous les morceaux des histoires qui se sont produits dans ma vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est là que j'ai su que non, vraiment, j'étais quelqu'un que on ne lève pas la main sur moi. Voilà, parce que quiconque le fait, la personne décède, ça c'est quelque chose que moi-même j'ai trouvé comme ça, j'ai résolu ça comme ça. Voilà. Donc là, voilà, tout récemment, il y a un vieux qui est rentré dans une cour. Comme je suis une personne, je suis beaucoup aimé par les enfants. Lorsque je viens dans une cour comme ça, tous les enfants, que je les connaisse, que je ne les connais pas, eux tous se réunissent autour de moi en cause de tout, comme si on était de la même promotion. Donc là, j'étais réuni avec les enfants, j'étais dans une cour pour rendre une visite à une personne et les enfants de la cour se sont rejoints à moi. Nous avons tous commencé à nous amuser, on prenait les photos avec mon téléphone, on écoutait la musique, tout ça là. Donc c'était tout un plaisir, tout un bonheur partagé en commun. Et là, il y avait un vieillard dans la cour qui a commencé à faire toute une histoire bidon que, soit disons que c'est quoi cette histoire de photo, patati patata. Et là, il m'a empêché de prendre la photo avec les enfants parce que moi je prenais des photos aux enfants, mais après j'allais me mettre entre eux et j'allais prendre une photo avec eux. Donc là, le vieillard, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à il a commencé à me dire de quitter la maison, partir par là, que c'est quoi cette histoire? Oh. Ah, donc moi j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti. Je vous dis, monsieur DMJ, la famille DMJ, 2 semaines encore, jour pour jour, j'apprends que le monsieur est décédé. Jean, ça fait jour pour jour, 2 semaines complets, le monsieur est décédé. Et là, ça a commencé à me faire peur. Parce que quand je fais le rapport avec toutes les personnes qui sont décédées suite aux choses qu'ils m'ont fait là, je vois que ça fait 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, eux tous. Donc là, voilà mon histoire. Moi-même là où je suis là, je ne peux pas aller consulter. Parce que pour moi, ça me fait un peu comme les choses de maraboutage. En tant que je suis chrétien. Voilà, je ne peux pas aller dans un truc comme ça. Donc, là où je suis là, je ne sais vraiment pas qui je suis. Il y a plein d'histoires mystiques que je vais vous raconter. Il y en a encore plein d'autres. Je vais le faire progressivement. Voilà, sinon, actuellement, moi-même là, je cherche quelqu'un qui va me dire qui je suis précisément. Voilà. Donc là où je suis là, je ne sais même pas je suis qui. Et pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça? Mes parents ne veulent rien me dire. Voilà, donc ma vie là, c'est comme ça. Bon, mon histoire est terminée. Ben, que chacun, si les gens sont des conseils à me donner, si les personnes ont certaines personnes à me recommander pour m'aider, voilà, qui peuvent le faire. En tout cas, tous vos aides seront les bienvenus. Merci, j'espère que je n'ai pas été assez long. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Ma deuxième histoire parle des arbres en forêt. J'étais allée en vacances chez ma grand-mère maternelle. J'étais allée avec ma petite soeur. On a voyagé ensemble. C'était en Banga. On était là, bateau champ, on rentrait. On était la grand-mère puisqu'elle était seule. Une fois, on est allé dans un champ. Le champ était loin. C'était tellement loin. Il n'y avait pas de colline, mais c'était loin. C'était fatigant. Bien loin. On arrive au champ, c'était uniquement pour casser le maïs. Puisque là-bas, donc, elle me disait souvent que quand le champ est loin comme ça, pour venir, on cherche comment on va faire pour venir seulement une seule fois pour vite finir la récolte et rentrer. On a cassé, j'arrive au champ. Il y avait le brouillard. À plus de 100 mètres du champ, en regardant derrière, il y avait un grand arbre. Je vous assure, l'arbre avait les yeux et les cornes. Je dis à ma petite soeur avait un truc
Je sais pas trop, mais c'était vraiment petit. Je dis à ma petite soeur que regarde l'arbre là. Et c'était même le seul qui était comme ça là-bas. Je lui dis, ça a les yeux et les cornes. Elle me dit, c'est vrai. Bon, c'est comme ça que moi je ne faisais que fixer ça parce que c'était ma première fois de voir quelque chose ainsi, un arbre ainsi. J'étais dépassée. C'est que même en journée, il y avait alors le brouillard. Le brouillard. J'ai dit à ma petite soeur que mais l'arbre là nous regarde. Ma petite soeur n'était même plus avec moi. Et j'étais la seule. J'ai regardé ce moment-là, là, j'ai cassé le maïs, c'est comme s'il ne travaillait même pas. J'ai regardé ce moment-là, comme il y avait le brouillard s'est écarté. Le brouillard s'est écarté. Donc, je me suis retrouvée devant l'arbre là. Donc, je voyageais. Donc, je suis quittée de mon champ. Je voyais seulement comment c'était seulement que de traverser le maïs, puisqu'il y avait un champ de cacao après. J'ai traversé le champ de cacao et je me retrouve devant l'arbre. Je regardais l'arbre là pour me regarder. J'ai crié. J'ai crié de toutes mes forces. Dès que je ne sais pas comment j'ai fait. Quand j'ai crié, je me suis baissée. J'ai crié jusqu'à. Je me suis relevée, je me retrouvais dans notre champ. J'ai dit que je sais pas, il demande à ma petite soeur si elle a compris comment j'ai crié. Elle me dit que non, que je n'aime pas crier. Tu vois ma grand manque de travail, elle dit que donc personne n'a compris quand j'ai crié. C'est comme ça que je n'ai plus jamais regardé l'arbre là. Je me suis blessée au niveau de la main. J'ai dit que pardon, laissez-moi, je rentre. Je suis arrivée à la maison. Je n'ai même pas dormi. Même dormi, je n'ai pas dormi. J'ai fait 2 jours sans dormir. C'est le 3e jour que je dis à ma grand-mère que comme tu vois là. Parce que ma grand-mère disait que nous, on va retourner là-bas, on se mettre la terre en bas du macabo. J'ai dit à ma grand-mère que mamie, comme tu vois l'arbre là, je me suis retrouvée devant l'arbre là sans soulever un pied. Ma grand-mère dit que qui? Comment ça? À un moment, elle pensait que je mentais. Je lui ai expliqué que mamie, j'ai voyagé, traversé le champ, tous les champs qui étaient derrière nos champs là. Je me suis retrouvée devant l'arbre là. Que l'arbre là avait les yeux et les cornes et la bouche. Ma grand-mère dit que c'est sa copine qui dit que tu veux déjà commencer à gronder l'enfant là et pourtant peut-être ce qu'elle dit là est vrai. C'est une femme là qui est venue dire que oui, que je ne dois plus aller au champ. Que des trucs comme ça ne sont pas bien parce que les champs toujours éloignés là-bas. Les champs de Mbanga éloignés là, il ne faut pas qu'on parte avec les enfants là-bas. Que ça peut arriver que tu pars et que l'enfant ne rentre plus. C'était ma petite histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Coucou, bonjour DMG. Bonjour la famille DMG. DMG, depuis que je t'envoie les histoires, je ne t'ai jamais dit que j'étais une Ivoiro-Guinéenne. Voilà, mon père vient de la Guinée-Conakry et ma mère est ivoirienne. DMG, je suis allée pour la première fois parce que je suis née en Côte d'Ivoire et je vis en Côte d'Ivoire. Je suis allée pour la première fois en Guinée-Conakry en 2004. Voilà, quand la crise ivoirienne a commencé en 2002 et jusqu'en 2004, il n'y avait pas de paix, il n'y a pas la paix, guerre en même temps. Bon, vraiment, c'était pas trop ça. Donc les parents ont demandé à ce que je rentre en Guinée pour un temps. Donc avec l'accord de mon mari, je suis rentrée en Guinée avec les enfants. Et il faut dire que quand je suis allée, j'ai vu l'un de mes oncles qui était aveugle. Voilà. L'un de mes oncles était aveugle. Donc, c'est là que j'ai demandé
à mon père pourquoi l'oncle est aveugle. Voilà, DMG, je vais signaler que l'histoire que je suis en train de faire, c'est 3 histoires en un. Parce que les 3 histoires ont à peu près la même moralité. Donc, je vais combiner les 3 histoires pour faire une histoire. Voilà. Donc, j'ai vu mon oncle est aveugle et j'ai demandé à mon père qu'est-ce qui est arrivé à l'oncle. Il est né aveugle ou pas? C'est là mon père m'a dit non, que l'oncle, il avait voyagé, il est allé dans un autre pays. Comme mon père aussi il avait voyagé, il est venu en Côte d'Ivoire. Et après, il est rentré, allé s'installer au pays définitivement. Et c'est la même manière, mon oncle aussi avait voyagé pour aller s'installer, pour aller dans un autre pays. Après, il est rentré chez lui, au pays natal, pour aller s'installer définitivement. Et quand l'oncle revenait, l'oncle était devenu musulman. L'oncle est devenu musulman et quand il est arrivé, il veut que toute la famille se mette à prier, devienne musulman. Et donc, il se trouvait que dans notre cour familiale, là, dans notre village, il y a un lieu d'adoration. C'est-à-dire, il y a de grosses pierres qui sont disposées d'une manière là. On ne sait même pas qui a déposé ces pierres-là. Parce qu'on dit nos aïeux, nos grands-parents, nos grands-pères, c'est là ils faisaient leur adoration. Et mon père même dit qu'il est né, il a trouvé ce lieu-là. Donc, aujourd'hui, le village a grandi. Le village c'est devenu un gros village, mais ce lieu-là est toujours là. Personne ne touche. Certaines personnes sont devenues chrétiens, d'autres sont devenus musulmans, mais ce lieu-là est là, personne ne touche. Et l'oncle, lui, il dit qu'il va dégager ce lieu-là, DMG. Il va dégager ce lieu-là et que ce lieu-là n'a plus le droit d'exister. C'est là les gens lui ont dit non, mais il faut laisser. Si toi tu es devenu musulman, c'est bon. Hein? Laisse. Peut-être il y a encore des adeptes des adorations. Laisse. Il dit non. Donc, DMG, il a touché à ces pierres-là. Quand il a touché à ces pierres-là, il est devenu aveugle automatiquement. Il est devenu aveugle. Et c'est là, je suis parti en 2004, aller le trouver. Il était aveugle. DMG. Et dans ce même village-là, il y a un autre lieu d'adoration, c'est-à-dire une rivière. Et cette rivière-là, les gens faisaient les adorations là-bas. Et ils continuent de faire les adorations. Donc, il faut dire que cette partie de la rivière-là, on ne pêche pas là-bas. Et on dit que ceux-mêmes que partaient faire les adorations là-bas, que si tu veux, tu as une demande à faire, tu veux faire un sacrifice ou bien vraiment tu es en train de demander quelque chose, soit un travail ou bien un enfant, ou bien en tout cas selon ta demande, tu vas avec des présents, c'est-à-dire le riz, le mil, le maïs, tu mets dans une calebasse, tu déposes sur l'eau et vraiment si ta demande est acceptée, la calebasse se retourne, la calebasse se renverse et tout ce qui était à l'intérieur se renverse dans l'eau et les poissons qui sortent pour venir manger le riz là ou bien le maïs là, certains avaient des coris sur le dos. Et donc pour ça, on ne pêchait pas à cette partie de la rivière. Et donc si ta demande ne va pas être acceptée, DMG, on dit la calebasse là va jusqu'au milieu de l'eau là-bas et ça revient. Ça veut dire que les génies de l'eau là, les esprits de l'eau n'ont pas accepté ta demande. Et si la demande est acceptée, la calebasse va au milieu de l'eau et ça se renverse. Et donc c'est cet endroit-là, un frère du village qui est devenu chrétien dit que ce lieu-là n'a plus le droit d'exister. Lui, ça n'a plus le droit d'exister parce que lui, il est devenu chrétien et que c'est Dieu qui a fabriqué les poissons.
que lui va pêcher là et il va manger les poissons. Et les gens lui ont dit non, que tu n'as pas le droit. Que nous-mêmes, nous sommes nés, nous avons trouvé cet endroit-là. Et ce n'est pas toi qui va détruire cet endroit. Laisse. Si tu es devenu chrétien, Dieu merci. Hein? Mais il y a encore des adeptes de ce lieu-là. Il y a encore des adeptes des adorations. Hein? Ils ne sont pas encore convertis. Laisse cet endroit. Si toi, tu n'y vas plus, Dieu merci. Donc laisse cet endroit-là tranquille. Il dit non, non, non. Que lui, il est devenu chrétien. Que la Bible dit que lui, il a autorité sur les poissons. Il a autorité sur tout. Dieu lui a donné le pouvoir de marcher sur la tête du serpent et sur tous les pouvoirs de l'ennemi et des sorciers. Donc lui, Dieu a fabriqué les poissons, lui va manger. Donc, comme on a parlé, il ne veut pas écouter, on l'a laissé. Il allait pêcher le poisson, tout. On dit même, quand il a fini de pêcher le poisson, là, il a mis le poisson dans un sac. En venant chez lui, l'eau qui tombait du sac même, après ça devenait du sang. Mais ça ne l'a pas interpellé. Il est venu avec le poisson à la maison. Il a découpé le poisson là. Et on dit qu'il a découpé le poisson. Il paraît même que le sang du poisson là, on dirait du sang humain. On dirait du sang humain. Et il a découpé le poisson. Il a préparé la manger avec sa famille. DMG. On dit la mort qu'il y a eu dans sa famille. La mort qu'il y a eu dans sa famille. Il y a eu des morts de l'autre côté du village. Vous voyez. Et donc, maintenant, chez moi à Yopougon ici, où j'habite actuellement, il y a un jeune homme ici. C'était le fils d'une voisine du quartier. C'est-à-dire, ils ne sont pas trop proches de moi, mais on est dans le même quartier. En allant au marché, vers le marché, c'est là-bas qu'ils habitent. Il habitait avec sa famille. Et ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'au moment des faits, il était étudiant. Il était étudiant. Il était très intelligent. Et souvent, quand les jeunes les jeunes du quartier sont un peu coincés par rapport à leurs exercices, c'est vers lui, ils partaient pour les aider à faire leur exercice de maths parce qu'il était très fort en maths. DMG, il connaissait la maths comme rien. Et donc, ce jeune homme-là, un jour, on dit qu'il est quitté à l'église. Quand il est venu directement, il est rentré dans la chambre de son père. Il a pris le canari de son père qui était sous le lit et il allait casser au milieu de la route. Il dit à son père que toi, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Moi, je vais détruire ton pouvoir là. Je vais détruire ton pouvoir. Espèce de sorcier. Hein? Tu es sorcier. Je vais détruire ton pouvoir. Je vais détruire ton pouvoir. On dit son père a commencé à pleurer. Il dit, hé mon fils, tu m'as tué que tu m'as tué. Mais moi, je sais que je vais mourir. Mais la souffrance là, ça serait pour toi. Et donc, il paraît que quelque temps après, son père est tombé malade et il est décédé. Et donc, moi j'avais l'habitude, quand il quitte à l'école, il passe devant notre cour. Un jour, je le vois, il est en train de parler seul. Il est en train de parler seul, il est en train de parler seul. C'est là que j'ai dit, mais celui-là, il a quel problème? C'est trop intelligent là qui le rend comme ça ou bien c'est quoi? Et puis là, il parle seul, il parle seul. Cela m'a dit non, hein, que voilà ce qu'il a fait à son père. Il a cassé le canari, il a cassé le fétiche de son père. Voilà, c'est pour cela il a commencé à délirer là. DMG. Aujourd'hui, ce jeune homme là, ce joli jeune homme là aujourd'hui là, il est devenu fou. Parler, il avait commencé là. C'est devenu la folie, DMG. C'est devenu la folie. Aujourd'hui, il marche tout nu. Nu. De la manière sa mère l'a mis au monde là. C'est comme s'il marche tout nu dans la rue. Même avant-hier, sous la pluie, je l'ai vu passer. Jusqu'à moi-même, j'ai eu les larmes aux yeux, DMG. En fait, ces trois histoires-là, je suis en train de... J'ai raconté ces trois histoires-là. C'est pour dire quoi? Pour dire que il ne faut pas vraiment piétiner la croyance des autres. Si on est devenu chrétien, on est devenu musulman, c'est bon. Mais là où Dieu ne nous a pas envoyés là, il ne faut pas on va aller là-bas. Il ne faut pas on va provoquer le diable et tenter Dieu. Oui,
Il ne faut pas tenter Dieu et provoquer le diable. Parce que ce n'est pas c'est pas la mission que Dieu t'a donnée. C'est vrai, Dieu a dit de partir de faire des nations des disciples. Mais c'est la manière, DMG. Et avec la prière, si tu veux que ton frère se convertisse, prie pour lui. Tu n'as pas besoin de détruire son fétiche, bien de détruire sa croyance. Hein? Et c'est la manière de vivre. Hein? Ta conduite là. Le changement dans ton comportement là. Et puis la prière qui va amener ton frère à se convertir. Hein? Qui va amener ton frère à se convertir. Mais ce jeune étudiant là, non seulement il a désobéi au commandement de Dieu qui dit tu honoreras ton père et ta mère, même si ton père est sorcier. Tu n'as pas le droit de le déshonorer. De là même là, tu quittes carrément sous la protection de Dieu en te comportant ainsi avec ton père. Hein? Donc c'était ça, DMG. Vous voyez, c'est bien beau d'évangéliser, on évangélise. Mais quand tu vas évangéliser, c'est Dieu maintenant qui fait le reste du travail. Mais tu ne vas pas aller évangéliser quelqu'un puis le ligoter pour dire forcément je t'ai évangélisé, viens à l'église avec moi. La Bible dit que toute chose est faite par l'Esprit de Dieu. Hein? Que ce n'est pas par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu que toute chose est faite. Voilà. Donc c'était ça mon histoire. Et là j'ai une voisine chez moi où j'ai vu avec elle ici, qui à un moment qui disait à son mari, parce que le monsieur ne partait pas à l'église avec elle, elle appelait son mari, démon là. Lui là c'est un démon, il ne veut pas aller à l'église, c'est un démon. C'est là je lui ai dit non, il ne faut pas lui dire qu'il est un démon. Il ne faut pas lui dire qu'il est démon. Tu vas l'effrayer. Parce que quand tu lui dis démon, lui dans sa tête il va se dire que déjà la Bible le classe comme un démon puisqu'il n'est pas converti, puisqu'il ne va pas à l'église, que la Bible le rejette parce qu'il est déjà, la Bible, comment on appelle, la religion chrétienne le considère déjà comme un démon. Je dis, mais on n'évangélise pas quelqu'un comme ça. Il ne faut pas appeler ton mari démon. Voilà. Donc, frères et sœurs, chrétiens ou musulmans, vraiment, prions pour nos frères, nos parents que nous voulons qu'ils se convertissent là. Prions pour eux. Voilà, c'est la meilleure méthode. DMG, c'était là mon histoire. J'espère que je n'ai pas été très long. Si l'histoire est trop longue, vraiment, veuillez m'excuser. Mais vraiment, je voulais rentrer dans le fond de l'histoire pour faire comprendre à tout le monde ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté DMG. J'espère que vous allez bien. Mon histoire, je vais vous raconter ma petite histoire. Mon histoire parle des souris. Des souris. À l'époque, quand je faisais seconde, je vivais avec ma grand-mère. Et quand j'apprenais, puisque j'apprenais à la cuisine était bien grande. D'un côté, il y avait les étagères. De l'autre côté, on avait 2 cuisinières. L'autre qu'on n'utilisait pas. Il y avait le levier, il y avait la table sur laquelle j'apprenais. Il y avait 2 tableaux, un tableau qui n'était pas accroché au mur et l'autre accroché au mur. Dans tous les coins que je vous ai cités là, il y avait les souris. Même derrière les tableaux, il y avait les souris. Et l'étagère, il y avait les grosses marmites là. Il y avait le maïs sec et le foufou. Donc, dans tous les coins que je vous ai cités là, il y avait les souris. Et comme l'étagère était aussi grande là, il y avait les souris partout là-bas. J'ai dit que quand je m'asseyais comme ça pour apprendre, je n'arrivais même pas à apprendre les souris partout. Donc c'est comme si c'était seulement que de se raconter des histoires, je ne comprenais rien. Le cœur vient me monter sur mon pied de kéké. C'est même quoi ça? J'ai fermé moi mes cahiers, je suis partie me coucher. En pensant même que dans la chambre, je serais même à l'aise. Rien. La souris vient monter, donc tirer les draps de 4 côtés. Marcher en bas mon bas du lit était visible et je n'avais rien en bas du lit. Il vient commencer à tourner les traverses. Ma père est venu avec les souris. Je suis partie, j'ai allumé la lumière, j'ai dormi le jour là avec la lumière allumée. Le lendemain, je me suis levée. Je suis allée en cuisine.
J'ai fermé la porte qui mène, puisque le matin, comme ça, toutes les souris là partaient se cacher dans la cuisine. J'ai fermé la porte qui menait au salon, la porte qui mène au salon. Fermé la porte qui menait à l'extérieur. J'ai pris les chiffons, les vieux habits là, j'ai bouché le bas des portes avec. Fermé la fenêtre. J'ai pris le pilon. Moi qui avais peur, sur le jour-là, j'ai eu le courage. J'ai massacré les souris. Hey! J'ai massacré les souris. Il y avait les bébés souris même à l'étage là-bas. Il y avait la braise là-bas dehors. J'ai pris ça, je suis passé les vestes là-bas dedans. À un moment, là, je n'arrivais même plus à tuer d'autres. Je les ai attrapés. Je suis partie. Je sais même pas. Je dis que j'ai dosé. Bon, je sais que le pire, j'avais dosé l'autre, la patte était. J'ai touché la patte. Je n'avais plus le courage pour doser, je suis partie le noyer. Mais malheureusement, 2 souris se sont échappées. Ils ont grimpé par le plafond, ils ont creusé, je sais pas comment ils ont fait. Ils ont créé un trou là-bas, c'est comme ça qu'ils sont partis. 2 grosses souris. J'ai dit 2 parce que j'ai seulement vu 2 s'échapper. Donc peut-être qu'ils sont même partis, même plusieurs. C'est comme ça que j'ai nettoyé la cuisine. J'ai bien nettoyé la cuisine. Il y a un peu de souris. À ma grande surprise, le soir, quand je ne vais pas me coucher, je dors. Les souris sont revenues. Tirer mon drap, le drap sur lequel je me couchais. Tirer. C'est en voulant tomber que je soulève, je saute, je soulève la tête. Je peux ouvrir même les yeux pour voir qui tire le drap comme ça. Je n'arrive même pas à voir. Je me suis levée. Je me suis encore recouchée. Les souris sont venues tirer les draps, monter sur mon pied, me griffer. J'ai dit que Seigneur, ça c'est quoi ça? Je me suis levée, j'ai allumé la lumière, je me suis assise sur mon lit. J'ai dit que j'ai commencé à réfléchir. J'ai pensé à l'histoire que mon grand frère avait dit un jour qu'il avait chassé le totem de son baillet avec le sel. Je suis allée en cuisine. J'ai pris, j'ai ramassé le sel, j'ai mis dans l'assiette. J'ai ramassé, donc j'ai pris avec, je commençais à verser dans la maison. Les 4 coins de la maison, j'ai versé. J'entre dans la chambre, j'ai versé partout dans la chambre, versé autour de mon lit, versé en bas des portes, versé en bas des fenêtres. Ensuite, je suis allée me coucher. J'ai dormi comme un bébé. Dans sommeil profond. Je me suis réveillée ce jour à 8h, le lendemain à 8h. C'est la grand-mère qui m'est venue me réveiller. Vous pouvez demander si on doit aller au champ. Je dis que j'ai dormi. Et c'est comme ça que les souris là sont partis. Ils sont partis. Donc ils sont venus après, peut-être même 6 mois, mais déjà pas plus comme ils étaient. Bon, merci. Ça, c'était ma petite histoire du moment où vous avez les souris chez vous. Puisque les souris, il y a d'autres souris qu'on envoie seulement. Du moment où vous pouvez les chasser avec le sel, vous prenez seulement, vous les chassez avec. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Eh bien, ma 2e histoire, c'est que j'étais à Douala, à Ndokbon. Alors, il fallait que je me rende ici à Yaoundé. Je venais d'arriver sur Yaoundé. Je ne vivais pas à Yaoundé depuis des années. Donc, je venais d'arriver. C'était les choses de 2018. Alors, je prends l'agence garantie. Je prends l'agence garantie VIP. Je m'assois devant les premières chaises du bus là. Je m'assois là devant. Quand je m'assois devant, je vois un monsieur, bon, pas très âgé, qui est assis. C'est lui qui me propose la place. Je dis, ah, c'est gentil. Alors, je m'assois juste à côté. Après, comme ça, il commence, avant même que le bus ne démarre, il commence la conversation. On commence à discuter. Après, quand le bus commence à rouler, je fais le signe de croix. J'ai pour dire à Dieu que protège-nous tout au long du voyage, qu'on arrive dans les bonnes conditions. Après, il me demande que tu crois en Dieu.
Je dis bien évidemment que oui, je crois en Dieu. Il me demande, tu es catholique? Je dis oui. Après, il me demande, qu'est-ce que ton Dieu a déjà fait pour toi? Je lui dis, mon Dieu fait tout pour moi. Il me donne les choses dont j'ai besoin et lorsque c'est nécessaire. Il me dit que ton Dieu te donne des choses avec beaucoup de conditions. Pourtant, le mien te donne tout ce que tu veux sans condition. Je lui dis, comment ça? Il me dit, de toute façon, si tu veux, je t'invite dans mon église. Je t'invite dans mon église. Comme ça, tu verras que ce que je dis est vrai. Je commence à demander, mais qu'est-ce qui se passe un peu dans ton église? Qu'est-ce qu'il y a dans ton église? Parle-moi de ton église. Il me dit que non. Tout ce que je peux te dire, c'est que dans mon église, mon Dieu te donne tout sans condition. Je dis, ok. Il me dit que je t'invite à mon église, c'est le samedi. L'église chez nous, c'est le samedi. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Il me dit donc que, enfin, tout au long du voyage, on parlait de ça et de son église, de son église, de son église. Il me dit donc que, bon, comme on arrive là, Yaoundé, comme on arrive, je viens te chercher le samedi. Je donne ton numéro. Je passe te chercher le samedi, comme ça, je t'amène dans mon église. Je dis qu'ok. Après, il vient le samedi, il m'appelle à 7h. Il me dit qu'ok, je passe te prendre. Parce que j'avais demandé qu'il vienne me chercher au Carrefour Sam. Et moi, je vivais à Eflan. J'ai dit ok. Il est passé me chercher au Carrefour Sam. Il me dit que je suis au Carrefour Sam. Alors, je reconnais sa voiture qui était venue le chercher quand on est arrivé à l'agence. Je monte, on part. On commence à rouler. On roule, on a tellement roulé. Après, il s'arrête l'acheter des fruits, il me donne. On roule, on part vers la route de soie. Après, je m'endors. Je me réveille, je suis dans un endroit où il y a les herbes à gauche, les herbes à droite. Je dis que, mais comment ton église est si loin comme ça? Il me dit que les bonnes choses se trouvent dans la boue. Je me rendors encore. À un moment, maintenant, il garde la voiture, il sort. Je ne sais pas ce qu'il est sorti parce que je regardais tout autour. Je ne sais pas ce qu'il faisait. C'est comme s'il causait avec quelqu'un, mais je ne sais pas avec qui. Je me rendors encore. Après, on roule, on a pris un raccourci là. Ce qui me réveille, c'est qu'il klaxonne. Quand il klaxonne, je vois que nous sommes dans une énorme villa. Je dis bien une énorme villa. Quand nous sommes dans la villa, il klaxonne. Le portier ouvre le portail. Après, je sors de la voiture. Après qu'il est garé, je sors. Ensuite, quand le portier était, comment expliquer, sa siège était vers le côté du passager. Quand il ferme le portail, il a fait rapidement pour qu'il puisse me parler. Il a fait les vides de venir s'asseoir. Après, il me demande il me fait avec un geste de la main que qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut partir. Ah! Tout de suite, j'ai commencé à voir que le type c'est. Après, le gars, il s'appelait Georges. Le monsieur qui m'a amené là-bas s'appelait Georges. Alors Georges me dit, viens, on va à l'intérieur. J'arrive dans un grand salon, je vois des filles qui sont en train de fêter, qui sont en train de danser, qui sont vraiment en train de danser, la fumée, la chicha. Je dis à Jos que, mais attends, c'est ton église ici. Il me dit que ne t'inquiète pas, à cette heure ici, j'arrive. Je me suis assise de l'autre côté du canapé, là. C'était une sorte de 2 salons, mais côte à côte. Alors je m'assois de l'autre côté, qui était un peu plus calme. Je m'assois. De l'autre côté du canapé, il y avait une fille qui pleurait là-bas. Elle pleurait à chaudes larmes. C'est comme ça que moi je m'approche de la fille. Je demande à la fille pourquoi elle pleure. Elle me dit que elle est venue ici avec sa copine. On est venu prendre sa copine ici vers 4h du matin. On n'est pas encore descendu avec elle. Et au fur et à mesure, ils viennent prendre les gens. Que comme tu vois, nous étions nombreuses. Mais ils viennent prendre les gens. Ils vous donnent à boire. Et dans la boisson, ils mettent certainement des choses. Parce que ces filles étaient comme celle qui dansait. Était comme si c'était en transe. Genre, elle dansait, elle fumait, Je demande, est-ce que toi tu n'as pas bu? Elle dit que depuis qu'elle est arrivée, depuis hier qu'elle était là la veille, elle n'a pas encore touché à un verre. Mais sa copine est partie, n'est pas encore sortie. C'est où elle me dit que c'est comme si ils sont en train de faire le sacrifice. Après, Georges descend peut-être 15 minutes après. Il me donne, il change de vêtements. Il a mis les habits des prêtres là, mais sauf que c'était rouge, comme une sorte de bobo rouge, avec une écharpe.
Il sort, il me donne... il vient avec un plateau, il me dit que c'est que vous les femmes, vous aimez le Baileys. Il pose le Baileys là, il pose aussi le truc de la chicha. Je demande que mes Georges, est-ce que ça c'est une église? Il me dit que non, calme-toi, tu verras. Tu vois, je suis déjà habillée. Il remonte. Il voit la fille avec à côté de moi. Il demande à la fille que tu peux aussi en boire. Il remonte. La fille me dit que si tu bois ça, tu seras comme les autres filles. Ils veulent nous sacrifier. Ils veulent nous sacrifier. Après, je dis à la fille là que bon, faisons comme si on a bu pour qu'ils se rendent compte que oui, nous sommes comme les autres filles. Alors, on passait le temps à verser le Baileys et on faisait genre danser pour qu'on n'attire pas l'attention. Après, il y a un gars qui vient, qui nous guette, qui nous demande que tout va bien. C'est comme si on l'avait envoyé pour voir, pour demander, on l'avait envoyé pour regarder si on consommait la boisson. Et dit que, il demande que tout va bien. Oui, je fais genre parce que j'avais compris que j'étais dans un mauvais truc. Je dis oui, tout va bien, tout va bien. Il est remonté. Après, la fille ici commence à paniquer vraiment. Je lui dis que si tu paniques ici, nous sommes mortes. Ce qu'on va faire, c'est que nous serons tous, nous serons, il faut que nous soyons fortes tout simplement. Alors, je lui ai demandé que est-ce qu'il y a dans les toilettes par ici. Elle m'a montré où il y avait les toilettes. Maintenant, les toilettes, là, c'est qu'il n'y avait pas les nacos. Vous voyez déjà les fenêtres qu'on pousse. C'était qu'on pousse, il n'y avait pas de grille, il n'y avait rien. C'était déjà qu'il y avait seulement la vitre et que tu pousses de côté, tu coulisses ça de côté comme ça. C'était déjà les fenêtres, là, par chance qu'ils avaient. Elle me dit que oui, il y a les fenêtres ici. Je pars, je me rends compte, je dis, mais c'était un peu haut. Je dis que voilà, on va sortir par là. Et le derrière de la fenêtre menait, ça menait à la petite maison du gardien, net à côté du gardien. Alors, j'ai dit à la fille qu'on sera dans le lieu de sauter. Nous sommes retournés nous asseoir. On a vu comment un gars, heureusement on est reparti s'asseoir. On a vu comment un gars venait prendre une autre fille. Il porte la fille à l'épaule. Ils ont porté la fille à l'épaule. Quand ils portent la fille à l'épaule, la fille s'endort tous. Elle s'endort seulement sur l'épaule. Ils étaient 3. Chacun portait une fille à l'épaule. Quand ils partent comme ça, ils reviennent même après 15 minutes. Ils reviennent après 15 minutes. C'est comme ça alors qu'on avait 15 minutes approximativement pour s'échapper. Nous sommes partis. La fille, elle était un peu déjà, au départ bien sûr, elle était un peu déjà en français. On dit un peu molle, les personnes nonchalantes là. Voilà. Je leur dis que si toi tu fais ça, moi je vais partir, je vais te laisser. Alors, j'ai fait en sorte qu'elle descende, je l'ai fait monter, elle est descendue, elle est tombée devant le gardien. Le gardien n'a pas parlé, il n'a rien fait. Je suis descendue à mon tour, je suis tombée, je me suis écorchée. Le gardien n'a rien fait. Le gardien m'a dit que faites ce que vous voulez, mais je ne vais pas vous aider. Alors, on a essayé de grimper la clôture qui avait les caissons de bouteilles. On a essayé de grimper la clôture, on s'est franchement écorché. Nous sommes tombés de l'autre côté de la barrière, donc dehors. On a commencé à courir. La fille que je vous dis qui était nonchalante, la fille la courait comme si elle avait les roues aux pieds. Cette fille, on a commencé à courir. Après un moment, on entend comment le portail s'ouvre. Comme il y avait les hautes herbes là-bas, nous nous sommes couchés à plat ventre. On était à plat. Bizarrement, quand on sort, nous qui sommes allés vers... il est venu me chercher les choses de 9h. Bizarrement, quand on sort, il se fait tard, il se fait genre 18h. Moi, je n'ai même pas essayé de comprendre à ce moment précis. Les voitures commencent à circuler vraiment. Ils nous cherchaient déjà. On a rampé là même pendant 1 heure de temps. Maintenant, étant là, on entendait le bruit. Donc, ça veut dire qu'il y avait les voitures qui passaient. Il y avait une sorte de route. Parce qu'on entendait les bruits. Des voitures qui passaient. Je dis à la fille que ça veut dire qu'il y a des voitures qui passent. Essayons de ramper tout simplement. On a rampé pendant près de 2 heures même. On rampait parce qu'on ne voulait pas marcher de peur de qu'on nous attrape. On rampait. À un moment, on a vu des voitures. On a dit que bon, on connaît la voiture qui était venue, c'était les grosses voitures. On laissait passer les grosses voitures sur la route. C'est quand on a vu le camion. On a stoppé le camion. Le camion, ça m'a dit, montez vite. On a rien, nous sommes montés dans le camion. Il a dit, le camion, le chauffeur du camion nous dit, couchez-vous là en bas. Nous sommes accroupis là. Il a commencé à nous dire que, n'est-ce pas, il a dit, vous avez fui, n'est-ce pas? On vous a retenu captif et vous avez fui. J'ai dit oui.
Après, il me dit, c'est courant ici, là. Je suis sûr que c'est vous qu'on est en train de chercher les voitures montées, les voitures défilées, tout et tout et tout. On a quitté, on était vers Soie village au fond. Ensuite, il est venu, il nous a laissé en ville, parce que moi j'ai dit que j'habitais en Sam, mais il me dit non, il faut qu'on aille dans un commissariat. J'ai dit que ok. Il a dit qu'il a son frère qui travaille au commissariat de Jack, qui va nous laisser là-bas. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci, j'avais peur. Alors j'arrive là-bas, je finis d'expliquer tout. J'explique tout. Comme les policiers du Cameroun sont comme ils ont eu peur. Ils ont dit qu'ils vont partir là-bas le lendemain matin parce que là, il se fait tard et tout. Nous sommes rentrés à la maison, on nous a raccompagnés chacun chez soi. Le lendemain matin, nous sommes repartis comme on avait rendez-vous avec le commissaire le lendemain. Le lendemain matin, tout ça, ma mère n'est pas au courant. J'ai dormi avec ma mère, ce jour, je ne savais pas que je sortais de la mort comme ça. Alors le lendemain matin, avec le chauffeur de camion, parce que nous, on ne se rappelait même plus où on était. C'est le chauffeur qui va nous laisser, qui montre parce que c'est lui qui sait exactement où il nous a pris. Il dit que c'est ce que j'ai prêché. À partir de là, on savait que non, tout ce que l'on a fait, c'est suivre la ligne droite. On n'a pas pris de raccourci. On repart là-bas. On dit que voici comment on rampait. Parce que quand on regarde en cause, on voit bien comment les herbes sont couchées. Donc c'était le chemin là. On arrive, on ne voit aucune maison. J'ai dit aucune maison dans les parages. On a marché pendant des heures, on ne voyait aucune maison. Aucune maison. Après, il a dit que dans les choses mystiques, les jeunes qui veulent la vie facile, bref, on a commencé à nous blâmer, nous blâmer. Nous sommes retournés chez nous. Quelques temps après, la voiture de Georges, c'est là. La voiture de Georges, parce que quand je partais à l'école, je passais toujours au carrefour. La voiture de Georges venait garer tous les matins à Garantie Sam pour espérer me voir. Il m'avait appelé au téléphone, il me laisse les messages, je ne répondais plus, j'ai bloqué. Il me laisse les messages, chérie, pourquoi tu t'es comporté comme ça? Il fallait que tu voies ce que mon Dieu était capable de faire pour toi. Il faut qu'on se voie. Il est venu, il était garé tous les jours que je partais à l'école. Pendant 3 mois, j'étais garé là le matin. Il attendait. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus jamais vu Georges avec les yeux. Et la fille là, moi je ne sais pas où elle est partie. On s'est perdu de vue comme ça. On ne s'est même pas changé de numéro. Voilà. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire, venez à l'histoire numéro 2 par exemple. Vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.